Est-ce qu'LVMH est réellement une bonne société comme le prétend tout le monde? C'est ce qu'on va voir avec mon barème de notation ultra sélectif. Mais avant ça, bienvenue sur ma chaîne, c'est le Jardinet de Wall Street, votre fournisseur de graines boursières. N'oublie pas de liker si t'aimes bien mon contenu, ça me motive à en fournir davantage. Et je vais passer la société au crible, alors reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Avant toute chose, petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier, les informations données sont uniquement à des fins d'éducation financière, mes vidéos ne constituent pas des conseils en investissement et vous êtes les seuls responsables de vos investissements. Alors, le sommaire de cette vidéo, donc on va parler de la société, ensuite on va faire une analyse fondamentale, on va passer aux critères d'achat et juste prix en troisième partie, et on va finir par une petite conclusion. Alors, l'histoire de la société. Alors, LVMH est un conglomérat de sociétés débuté par la fusion due au rapprochement entre Henri Racamier et Alain Chevalier qui décident d'unir leurs sociétés respectives Louis Vuitton et Moet Hennessy en 1987. Malgré leur fusion, les deux hommes ne peuvent pas se blairer et sont en mode octogone. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Et en profitant de leur divergence, Bernard Arnault, qui rêve de mettre la main sur le groupe pour réunir la couture et le parfum, profite de ces disputes pour s'associer à Guinness et racheter à travers une société fantôme des parts d'LVMH. Après plusieurs batailles juridiques, il arrive à dégager tout ce beau monde et devient enfin patron d'LVMH en 1990. Alors, quelques petites infos utiles. Le nom LVMH, le ticker c'est MC et c'est coté à la Bourse de Paris. Donc le pays, la France. Le siège social c'est au 22 avenue Montaigne. C'est une méga cap avec 325 milliards d'euros. Elle est dans le secteur de la conso discrétionnaire, l'industrie des produits de luxe. Elle est éligible au POA, un yield de 1,88 pardon, une huile secteur de 2,63 et une notation financière de double A-. Une note de sécurité dividende très belle de 16 sur 20. Le mix des produits et les ventes. Comment ça sera parti? Donc nous avons les montres avec Tag Heuer, Hublot, Bulgari par exemple qui représentent 13%. Louis Vuitton et la maroquinerie de luxe avec Fendi qui représente 48%. C'est le plus gros secteur qui lui rapporte le plus. Les Échos et le Parisien pour l'influence médiatique qui représente moins de 2%. Mais on va voir que ce point-là c'est un des plus importants pour la société à mon avis. Christian Dior et Guerlain pour les parfums avec 8,5% et les spiritueux et les alcools avec Château d'Yquem, Dom Pérignon, etc. qui représentent 9%. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui est très bien diversifié, comme on peut le voir avec tous les secteurs. Quelle est la répartition des ventes par région ou devise? Alors, la répartition des VMH est très bien répartie géographiquement. Elle a 30% de son chiffre d'affaires qui est en Asie hors Japon. Elle a 27% qui est aux US, 16% en Union Européenne hors la France. La France elle-même représente 8% de son chiffre d'affaires et le Japon 7%. Le reste du monde représente quant à lui 12%. On peut voir qu'elle est très bien diversifiée, mais par contre, on va le voir dans la suite de la vidéo, ça peut être aussi un désavantage, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Quels sont les facteurs qui influencent les ventes? Alors, donc la concurrence, le tourisme. On peut voir que tous les touristes qui viennent en France vont dans les boutiques pour acheter du Louis Vuitton, etc. Même s'ils ont des boutiques dans ces pays-là, quand les touristes viennent ici, ils veulent acheter forcément le sac Louis Vuitton, par exemple. Le marketing, les événements mondiaux, la remise de Ballon d'Or. Je vous en parlerai plus tard, ça je pense que peu de gens le savent. La notoriété au niveau du milieu urbain, ça aussi je vous en parlerai, très peu de gens sont au courant de ce genre de petits détails. Et le taux de change de devises, ça aussi c'est quelque chose qui est à surveiller et qui peut affecter ses ventes. La tendance des ventes au cours des dernières années. J'ai changé mon vente d'LVMH. On peut voir que la croissance moyenne sur 5 ans du chiffre d'affaires est de 13,2%. Sur un an, elle est de 23%. Et le free cash flow, il est en croissance de 22% en moyenne sur 5 ans. Et par contre, il a eu une baisse de moins 17% l'année dernière. Mais ça, c'est dû au rachat de Tiffany Co. Et ça, on en parlera aussi dans la vidéo. Moi, je veux que ces critères-là, ils dépassent 10%. Là, c'est largement le cas, sauf pour le free cash flow l'année dernière. Donc là, la note, elle est 3 sur 4. Quelles sont les marges de la société? Alors, moi je prends les marges brutes et les marges opérationnelles. Donc la croissance de la marge brute sur 5 ans en moyenne est de 66,8, comme c'est affiché à l'écran. Et l'année dernière, elle était de 68,4. On voit que c'est une très très belle marge brute. Et la marge opérationnelle, la moyenne sur 5 ans est de 22,6. Et de l'année dernière, elle est de 25,6. Donc on voit qu'elle est en progression. Ça veut dire que leur coût de production il s'améliore d'année en année, ce qui est un très très bon point. Et donc du coup, 4 sur 4 pour la note.
Quelle est l'évolution de la profitabilité? Donc ça, c'est les ratios. Donc on peut voir que sur 5 ans, le ROAC moyen est de 16% et l'année dernière est de 21%, ce qui est bon, mais j'aurais préféré avoir un ROAC un tout petit peu plus élevé en moyenne sur les 5 dernières années. Un ROE de 20,6 sur 5 ans et de 29,8 l'année dernière. Donc il est en constante augmentation et c'est quelque chose d'exceptionnel, un ROE aussi élevé. Le ROA, il est de 8,1 sur les 5 dernières années et de 10,3 l'année précédente, ce qui est des très bons ratios. Celui-là, je veux qu'il soit au-dessus du 8%, donc là, on a un carton plein. Et le SGR, c'est un score qui est propre au screener que je m'en sers pour vous afficher les images, qui est vise. Et du coup, ce score-là, c'est quelle est la capacité de la société à pouvoir créer des investissements sans faire appel au levier de la dette. Donc plus ce ratio est élevé, mieux c'est. Et donc le screener conseille avoir un ratio plus supérieur à 10%. Et là, on voit que sur 5 ans, il est 12% et l'année dernière de 18%, ce qui est excellent. Et donc, du coup, ça nous fait une note de 7,8, 7,5 pardon, sur 8. Au niveau de la dette, comment la dette évolue? Donc, on a une dette to equity, donc une dette sur capitaux propres qui représente que 44%. C'est un score qui est très très correct. C'est beaucoup mieux que Nike, par exemple. On a la dette to income, donc c'est la dette sur les combien d'années de résultats nets il faudrait pour rembourser la dette. On voit qu'il faudrait un tout petit peu plus de 1 an, ce qui est excellent. Moi, je veux que ce score soit là, inférieur à 1,5, ce qui est excellent. Là, pour le coup, les LVMH, ils sont très bons. Le free cash flow représente 68% de la dette, c'est énorme. Et le ratio actuel, donc les actifs court terme remboursent 1,22 fois les passifs court terme. J'aurais préféré que ça soit au-dessus de 1,5. Et donc, parmi tous ces ratios qui sont excellents, moi je leur accorde 3,5 sur 4 parce que le current ratio, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus élevé. Et là, on va voir les dépenses, comment elles évoluent. Donc, en recherche et développement, ils en ont un petit peu, mais c'est minime sur 5 ans. La VBA, par contre, elle est énorme. Enfin, un peu comme Nike, mais par contre, ils sont légèrement en dessous, LVMH. Mais les dépenses administratives, elles sont colossales avec 65% du résultat brut qui part en pub, en marketing, etc. Et c'est pareil, le CAPEX sur le résultat net, il est énorme, il dépasse les 40%. Enfin, pour moi, c'est une ligne rouge. Donc, du coup, on peut voir que là, la moyenne sur 5 ans, elle est de 42%. Mais ça, c'est parce que c'est un conglomérat. Et en fait, leur but, c'est d'acheter des sociétés pour vraiment toujours garder cette place de leader. Donc, c'est quelque chose à surveiller parce que à force d'acheter plein de sociétés, ils peuvent aussi acheter des sociétés qui n'ont pas forcément de grandes douves, donc du coup qui sont plus facilement concurrençables. Donc c'est quelque chose qui peut nuire à LVMH. Donc du coup moi j'ai décidé de leur accorder 1 sur 3 points seulement. Au niveau de la vente des produits, donc est-ce que les produits répondent-ils à un besoin essentiel? Non, c'est des produits de luxe et du confort, donc ils répondent absolument pas à un besoin essentiel. Les ventes sont-elles prévisibles et régulières? Neutre, j'ai mis. Le secteur de la maroquinerie, qui est le plus rentable, n'a progressé que de 9% par rapport au premier semestre, qui lui avait progressé de 20%. Les produits proposés sont-ils difficiles à remplacer? Alors j'ai mis neutre, parce que la croissance de la marque phare Louis Vuitton est limitée par un cycle économique et une perception d'exclusivité. Et ces dernières années, ils ont connu une croissance rapide parce qu'ils ont voulu se diversifier en faisant plein de petites prêt-à-porter un peu plus accessibles. Mais du coup, ça peut nuire à l'image de la marque. Donc du coup, le rachat de Tiffany Co pourrait leur permettre de garder une clientèle de prestige chez LV, tout en ramenant une clientèle un peu plus standard, mais qui a quand même des moyens pour s'acheter du Tiffany Co à travers la marque de Tiffany Co. Les produits possèdent-ils une forte valeur ajoutée? Alors comme je l'ai dit plus tôt, oui, le logo monogramme rend les produits immédiatement reconnaissables. Enfin, quand tu as un Louis Vuitton, tu sais que c'est un Louis Vuitton parce que c'est écrit dessus. Enfin, tu le reconnais de loin. Donc, du coup, surtout au niveau du secteur du cuir, oui, ils ont une forte valeur ajoutée. Les clients peuvent-ils acheter des produits sans s'endetter? Alors, j'ai mis neutre parce que des marques telles que Sephora touchent un large public, mais les marques de prestige, seules les personnes fortunées peuvent en acheter sans s'endetter. La société a-t-elle une possibilité d'augmenter les prix facilement? Oui, parce qu'ils contrôlent leur offre, ce qui reflète et soutient la valeur de la marque. Et très peu de marques ont suffisamment de valeur pour faire attendre les gens pour des produits qui vont vendre très cher.
Et la marque possède-t-il une grande base de clients? J'ai mis oui, parce qu'ils ont un large panel de marques sous leur coupe. Et LVMH peut vendre à toute une population, qu'elle soit aisée ou pas. Donc du coup, moi selon mon système de notation, ça fait 4,5 sur 5. Au niveau du positionnement sur le marché, l'entreprise est-elle leader de son industrie? Oui, LVMH est leader mondial du luxe depuis 2018 minimum. L'entreprise a-t-elle des perspectives de développement dans son industrie? J'ai mis neutre parce que la croissance des biens de luxe au cours des dernières années a été alimentée par la demande des marchés émergents, surtout du marché chinois. Et il suffit que ces marchés-là aient une demande moins importante, donc ça peut affecter les perspectives de développement d'LVMH. L'entreprise est-elle libre par rapport aux décisions politiques? Oui, d'autant plus que beaucoup d'hommes politiques doivent beaucoup à Monsieur Arnault et le groupe possède un moyen d'influence à travers ses médias comme Le Parisien et Les Échos et ils s'en cachent pas. Et moi j'estime que c'est quelque chose qui est très bien. Et étant propriétaire de Le Parisien et des Échos, si jamais un politique décide de leur chercher des noises, ils peuvent très bien faire sortir des articles pour justement se retourner contre eux et je pense pas qu'ils soient affectés par des décisions politiques. L'entreprise dispose-t-elle d'avantages concurrentiels? Enfin des douves, donc oui. Alors là, on va rentrer dans des petits détails que très peu de gens en parlent, mais qui sont très intéressants. La présence dans les compétitions sportives et les sponsors de grands sponsoring. Je vais vous afficher quelques images, mais la mallette pour qui a ramené le ballon d'or à Messi, c'était du Louis Vuitton. Pour la Coupe du Monde du rugby, c'était du Louis Vuitton. Cristiano Ronaldo et Messi qui jouent aux échecs sur des mallettes de Louis Vuitton. Enfin, ça crée forcément une image de marque auprès même des sportifs. Et ça, peu de gens le savent et peu de gens ont peut-être remarqué l'influence du rap. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Et je peux vous garantir que Louis Vuitton, Gucci, Fendi et compagnie sont cités par pas mal de rappeurs. C'est un peu l'amour vache. C'est je t'aime moi non plus. Ils ont des petits partenariats aussi avec Kanye West par exemple, Louis Vuitton. Donc c'est quelque chose qui peut jouer même auprès de la classe populaire parce que ça veut dire quand tu as réussi dans la vie, tu achètes forcément du Louis Vuitton. Et ça en fait c'est ancré dans l'esprit des plus jeunes dès qu'ils écoutent leur musique préférée, que ce soit le rap ou la musique urbaine. Et donc ils ont une offre contrôlée des produits aussi. La distribution évite les remises auprès des intermédiaires parce que du coup ils ont leur propre magasin. Donc du coup ça leur évite d'avoir à faire des remises si jamais ils ont un retard. Et puis de toute façon ils peuvent faire attendre leur clientèle. La clientèle vu que c'est des produits de prestige, les gens sont prêts à attendre. Et le grand nombre de marques touche énormément de personnes. Ça fait partie aussi des douves. Et l'entreprise bénéficiait d'une économie d'échelle. Alors j'ai mis oui parce qu'en général les marques de luxe sont limitées en taille et donc pour ne pas dégrader leur valeur d'exclusivité comme Hermès par exemple, mais LVMH étant un conglomérat, elle bénéficie d'un large panel de marques, ce qui lui permet de négocier le prix auprès de ses fournisseurs et le réseau des magasins propres lui permet d'augmenter ses marges car elle n'a pas d'intermédiaire. Donc du coup ça lui fait une note de 4,5 sur 5 sur le positionnement de marché. La gestion de l'entreprise, là du coup, les dirigeants de l'entreprise, le PDG et le directeur financier sont-ils expérimentés et possèdent-ils des parts significatives? Alors oui, Bernard Arnault dirige LVMH depuis 1990 et sa famille possède la majorité du vote à l'Assemblée avec plus de 60% des voix, ce qui est énorme. Les enfants reprennent le flambeau petit à petit, notamment sa fille qui est la PDG de Christian Dior, qui elle aussi détient, enfin Christian Dior détient 42% si je dis pas de bêtises de parts de LVMH. Donc du coup c'est une société qui est gérée en famille et les sociétés gérées en famille, il y a des études qui prouvent que c'est celle qui superforme mieux le marché. Donc c'est une très bonne chose qu'ils aient ce pouvoir-là sur la société. Et ils possèdent du coup forcément un nombre conséquent d'actions. L'entreprise base-t-elle son développement sur son cœur de métier? Alors j'ai mis oui, parce que la marque développe ses marques internes et maintient cette notion de prestige auprès de ses marques phares comme Louis Vuitton, Hublot, etc. Mais chaque marque qu'elle rachète et qui intègre le groupe, ils essayent de la développer pour la faire renaître pour la plupart et donc pour leur accorder une valeur ajoutée en plus. Et ça, ils sont très forts là-dessus parce que chaque marque qu'ils ont racheté, ils ont réussi à lui donner un renouveau et que ça lui rapporte du chiffre d'affaires et des clients en plus. L'entreprise dispose-t-elle d'une politique de dividende? Alors oui, elle verse un dividende depuis 23 ans et il est en augmentation en moyenne de 15% par an. Actuellement, le dividende il est de 12 euros, ce qui est un très très bon dividende. L'entreprise a-t-elle une politique d'achat? Alors j'ai mis neutre, parce que oui,
une politique de rachat qui est assez lente, mais seulement depuis 3 ans, parce qu'avec la crise de 2019, ils ont dû faire émettre des actions pour peut-être encaisser le choc dû à la crise. Le ratio de rotation des actifs est-il en croissance? J'ai mis neutre parce qu'en fait il fluctue entre 0,44 et 0,66. Il n'est jamais descendu plus bas ni jamais monté plus haut. Donc du coup j'ai mis neutre. Donc ça fait 4,5 sur 5. Donc on a une note fondamentale de 33 sur 40, ce qui fait une note de 16,5 sur 20, ce qui est une excellente note fondamentale. Ils ont des fondamentaux solides. LVMH, pour moi, c'est une des plus belles sociétés françaises avec Hermès et avec Dassault Systèmes. C'est des vidéos que je ferai aussi sur ces sociétés-là parce que c'est des sociétés que j'apprécie, notamment Dassault Systèmes, et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc les scénarios catastrophes, j'en ai vu plusieurs pour LVMH. Tout d'abord, un qui concerne vraiment donc, sur le marché global. Donc, tu as une perte de popularité auprès des marchés émergents, ce qui est son plus gros chiffre d'affaires. Donc, si la clientèle chinoise, indienne se désintéresse de ces produits, ça peut affecter ses ventes. Le taux de change aussi, avec un spread trop excessif qui pourrait nuire à la rentabilité des LVMH. Alors, il faut savoir que tous les coûts administratifs, donc la VBA, tout ce qui touche à la pub, aux dépenses administratives, pardon, est libellé en euros, parce que le siège social était en France. Mais par contre, 80% de leur chiffre d'affaires, il est produit à l'étranger. Et donc, du coup, dans d'autres devises. Donc, si un spread est trop, a un écart trop important avec l'euro, donc du coup, ça peut nuire en fait à la rentabilité de la société. C'est déjà le cas actuellement, donc c'est quelque chose à surveiller. Et donc la dégradation par conséquent de la valeur ajoutée avec la marque phare quand ils ont essayé de toucher une plus large clientèle. Moi, je pense qu'ils devraient se concentrer sur des marques de prestige, rester dans du prestige et avec d'autres petites marques du coup développées et aller sur des clientèles un peu moins aisées, mais qui puissent quand même acheter du LVMH quoi. Et donc du coup aussi, si jamais il y a une nouvelle crise, on peut voir qu'ils ont dû émettre des actions parce qu'ils ont eu du mal à s'en sortir avec la crise, mais un peu comme tout le monde. Et le départ de Bernard Arnault et l'arrivée d'un CEO qui est mauvais, qui prend sa place, pourrait aussi être quelque chose qui va chambouler LVMH. Mais je ne pense pas qu'un mauvais CEO arrive à remplacer Bernard Arnault parce qu'il va placer ses fils ou ses enfants, qui sont des personnes qui sont très expérimentées et qui ont travaillé sur le terrain. Et Bernard Arnault a fait en sorte de leur inculquer la valeur du travail à travers, parce qu'il les a fait bosser à des petits postes au sein de son propre empire. Donc du coup, pour qu'ils prennent des compétences, pour qu'ils puissent gravir les échelons petit à petit sans arriver parce que c'est les fils du PDG. Après, ce n'est que mon avis. Donc on va passer à la valorisation, donc déterminer la valorisation. Donc je vous affiche quelques ratios. Alors on a un PER de 20 actuellement alors que son industrie tourne aux alentours de 24 et une valeur d'entreprise de 12,16 alors que son industrie est à 14, ce qui sont des très bons ratios à mon sens, même s'ils sont légèrement élevés pour certains, c'est des très bons ratios. Alors le rendement net, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de Nike, donc je fais ma petite tambouille, je regarde les estimations du free cash flow qu'il y a sur différents sites comme FastGraph, Zone Bourse, etc. Je regarde quelle est leur moyenne de croissance sur les 5 dernières années, année par année. J'applique une marge d'erreur qui est le score d'analyse, le score des analystes, combien de fois ils se sont trompés. Là actuellement pour LVMH, ils se trompent en moyenne que de 15%, donc j'ai appliqué une petite marge de sécurité au niveau des résultats qui était de 21%, mais là en appliquant la marge de sécurité un peu partout à droite à gauche, donc du coup on obtient une plus-value nette par rapport à la croissance du free cash flow de 14%, un yield de 2%, et donc du coup un yield net une fois qu'on retire la flat tax, les impôts, est de 1,68, ce qui nous fait un score de 15,68. Le juste prix, donc pareil, donc j'ai pris mes petits scores par rapport aux analystes qui sont plutôt conservateurs comme Viz avec ces deux métriques, Morningstar qui sont très conservateurs dans leur analyse de prix et Invest et Guru Focus qui sont un peu plus bullish, donc du coup d'où l'écart de prix. Donc on a une moyenne totale de 680,67 €. Moi j'applique une marge d'erreur de 5% en plus, donc du coup ce qui nous fait 646,63 €. Et donc du coup ce qui nous fait qu'elle est surévaluée de 3%. Pareil, c'est pas quelque chose d'affolant pour moi, à mes yeux, et c'est une très bonne société, donc du coup, c'est normal qu'elle soit légèrement surévaluée. Donc, petite conclusion. Alors,
On a des points forts, donc l'influence du rap avec le monde urbain, ça veut dire qu'ils arrivent à toucher même une classe populaire qui n'a pas forcément les moyens, mais dès qu'ils vont et qui les poussent à vouloir réussir, que ce soit dans le sport, comme le foot, le rap, etc. Et donc du coup les rappeurs apportent de l'influence parce que du coup ils s'habillent avec du LVMH ou du Louis Vuitton pour les sacs. La présence dans les compétitions sportives, c'est pareil, ils touchent un large public. Parce que quand tu vois une mallette de Louis Vuitton qui rapporte la Coupe du Monde, de rugby, ou le ballon d'or au plus grand joueur de foot. Du coup, forcément, ça marque les esprits. LVMH a été plus rapide que ses concurrents pour repérer les opportunités au niveau de rachat des sociétés. Après une acquisition, la dette est la priorité. On peut voir que la dette est très basse, donc du coup, c'est quelque chose de très bien à mes yeux. Et la distribution est entièrement contrôlée aussi par LVMH. Ils ne vendent pas à des prestataires ou des intermédiaires. Ils gèrent tout eux-mêmes avec leur propre boutique. Et puis la dernière, une des acquisitions phares aussi pour LVMH était l'acquisition de Christian Dior, ce qui est un très bon point. Par contre, les points faibles, j'en ai remarqué quelques-uns aussi. Donc on a les coûts de production de VBA, comme je vous ai dit, qui sont libérés en euros. Donc du coup, sachant que 80% de leur chiffre d'affaires vient des autres devises, ça peut être quelque chose qui peut les affecter. Les coûts d'acquisition parfois qui sont trop élevés. Par exemple, pour Tiffany Co, ils ont acheté la société 16 fois les l'EBITDA, ce qui est énorme. Mais bon, du coup, ce qui leur permet d'acheter des sociétés, mais c'est des dépenses à surveiller parce qu'ils ont tendance à surévaluer les sociétés quand ils veulent les acheter. Et les acquisitions peuvent faire entrer des marques avec des douves moins solides dans le groupe. Et la synergie des revenus entre les marques est assez limitée parce que même si tu achètes du Louis Vuitton et que du coup ils veulent investir l'argent de Louis Vuitton dans d'autres marques, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que c'est des marques bien distinctes. Donc du coup au niveau de la comptabilité, ça doit être quelque chose de très compliqué à gérer. Donc du coup pour moi c'est un pas faible. Et donc du coup on a une note fondamentale de 16,5, une note de valorisation de 12,68, un juste prix de 646,63 €, une surperformance de 10% par rapport au S&P 500 alors que son indice est le CAC 40. Ah, pas mal, non? C'est français. Ça, c'est bien ça. Une douve Morningstar, une grande douve stable, une allocation du capital standard selon Morningstar, une note de 98 sur 100 selon Guru Focus et une note de prédictibilité de 3,5 étoiles sur 5. Ce qui est excellent, c'est une des plus belles entreprises françaises à mes yeux, comme beaucoup d'autres, mais je vous en parlerai dans d'autres sociétés dans une autre vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vous ferai une vidéo chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt les amis. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao!